donne juste la définition du logiciel open source. C'est un programme dont la licence permet l'accès, la modification et la redistribution libre de son code. Dit comme ça, c'est génial en fait. Je vais arriver sur un petit marché, je vais avoir des logiciels open source, je peux le prendre, me servir, je vais aller l'utiliser, le bricoler, je vais peut-être même le revendre, le donner, j'en fais quasiment ce que je veux. Et c'est finalement, j'aimerais juste faire une demande, qui connaît le terme de logiciel open source, qui voit déjà très bien ce que c'est? Levez la main. Ouais, ok. Franck, tu triches. Moitié-moitié. Ben, c'est pour ça qu'on fait ce retour d'expérience, c'est pour vous montrer qu'avec du logiciel open source, on fait des choses très sérieuses. Pour l'illustrer, ici, vous avez les petites pièces de Lego. On a la version open source. Je vous donne les Lego, vous vous débrouillez. Il faut les assembler. Et là, vous avez ce qu'on appelle les solutions propriétaires ou SaaS. Aujourd'hui, voilà, on va dire, logiciel propriétaire, vous le payez, on vous le livre, on vous l'installe. Voilà. Et le SaaS, c'est le même logiciel dans le cloud. Je simplifie, mais c'est un peu ça. Et là, vous voyez, les 3 briques, elles sont de la même couleur, elles sont déjà emboîtées, et ça veut dire que vous l'utilisez comme vous le recevez. Les plus, les moins. Côté open source, on a de la souplesse. On va avoir du retour sur investissement, ce qui veut dire qu'il y a un investissement à la base, mais vous allez vous y retrouver sur le long terme. Vous avez le total cost of ownership, donc c'est le coût total pour posséder cette application et l'exploiter. Vous savez, c'est tous les coûts qui s'accumulent au fil de l'eau, qui sont plus bas que sur des solutions à abonnement, mais par contre, vous avez fait un investissement initial. Vous vous y retrouvez sur la maintenance. Un détail, la souveraineté. Le logiciel, vous l'avez fait développer, vous l'exploitez, demain vous changez d'interlocuteur, vous gardez le même logiciel. De l'autre côté, vous changez de solution, il faut tout refaire. Vous repassez par toute la phase de définition du projet. Les moins, il vous faut plus d'expertise. Très clairement, ça demande de mouiller davantage la chemise, de se poser, de bien définir le projet et voilà, d'être investi dans la réalisation de ce sujet-là. Et comme l'expliquait Pierrick, une solution, c'est finalement de le traiter en agilité pour répondre à toutes les questions que ça soulève et que seul le métier peut résoudre. Là, moi, je dis un truc. En tant que technicien, vous aurez compris que mon background est technique, mais il faut laisser parler le métier. C'est essentiel. Si on a juste un morceau du métier, en fait, on n'y arrive pas. Donc, du coup, il faut donner du temps à cette expression. Et bien sûr, il y a un investissement initial qui peut être, dans certains cas, plus important. C'est pas toujours le cas, mais effectivement, qui est nécessaire pour lancer le projet. De l'autre côté, on a des qualités et des faiblesses. Vous irez sur un time to market généralement qui est plus rapide. C'est, en tout cas, ça doit être un objectif si on prend une solution SaaS. L'effort initial peut être un peu moins important. Et les moins, par contre, vous allez rester dans le cadre. Vous avez une solution qui voilà, vous dit comment ça doit fonctionner et qui peut vous limiter si vous êtes créatif et si vous avez des velléités à développer le business, comme nous l'a indiqué Pierrick dans sa présentation. Voilà, je passe sur le reste. Donc du coup, la stack open source, les logiciels qui ont été utilisés pour la refonte du site de l'aéroport, c'est Symfony, qui est un framework. Donc c'est une couche applicative qui permet de faire tous les développements que vous voulez. Ensuite, on va avoir API Platform. Là, c'est les points d'API. C'est tous les points qui permettent de communiquer. Et vous avez vu, tous ces éléments qu'on doit faire communiquer entre eux, ça passe par des API. Donc on a une solution pour ça qui est hyper robuste. Et enfin, pour la partie e-commerce, on a Silius, qui est la couche applicative qui va vous permettre de dire j'ai des produits, je les ajoute au panier, mais d'aller beaucoup plus loin, je vais les configurer, je vais gérer tout type de situation. Voilà, et je l'ai évoqué, le casque qui est le point de connexion unique multi-application. Et du coup, je vais laisser la parole à Ludovic Duval qui va pouvoir nous parler de Symfony, puisqu'il est CEO, donc directeur général de la solution et de l'éditeur Symfony, et il a quelques slides à nous présenter. Du coup, bonjour à tous. Je vais essayer de rester dans le thème. Donc déjà, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que Silius est basé sur Symfony. Donc c'est une solution Symfony full stack. Vous avez d'autres solutions, par exemple, comme Drupal sur du CMS qui utilise des composants. Là, on est vraiment sur une notion où le code est 100% du Symfony. Après, il y a une logique métier e-commerce en top. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que Symfony, c'est français.
Alors c'est un mélange entre Fabien Potentier, le tech qui vient de Lille, et Grégory Pascal qui vient du sud de Marseille. Donc c'est un peu le froid et le chaud, c'est un peu le mélange des deux. Pour rester très, on va dire, plus générique, ce qui est important aussi, c'est que Symfony, c'est la couche basse ou plutôt le standard middleware, et vous avez beaucoup de solutions en fait aujourd'hui qui l'utilisent. Donc on va avoir des CMS comme Ibexa, on va avoir Drupal aussi en CMS, on a du PIM aussi en e-commerce avec Akeneo, il y a aussi PIMcore notamment, il y a aussi PrestaShop, on avait un représentant à la CIUS Party de PrestaShop en e-commerce qui est Symfony Full Stack aussi. Vous avez donc Shopware sur des composants, Magento sur des composants et aussi Joomla. Et ce qui est intéressant, c'est une licence MIT, mais qui est adaptée donc aux entreprises, mais qui est en open source. Donc ça veut dire que le code source est partagé et disponible à tous. Donc c'est vraiment une notion, le fait de partage est vraiment qui est opposé au fait de garder tout pour soi. Il y a aussi cette logique, c'est un framework qui est prêt à l'emploi, mais on n'est pas obligé en fait d'être full stack. On peut très bien utiliser que des composants. Donc par exemple, aujourd'hui, il y a des sociétés qui font le choix d'être en PHP natif, mais de prendre par exemple le composant Messenger ou prendre la partie Forms ou prendre d'autres composants. Donc ça qui est aussi intéressant, c'est la liberté vraiment d'utilisation. Un des points forts de Symfony, pourquoi en fait les projets PHP font le choix de Symfony ? C'est grâce à notre roadmap. Alors je suis complètement d'accord avec Loïc, c'est pas parce qu'on fait de l'open source que c'est pas sérieux. Les vrais concurrents technologiques de Symfony, ça va être Spring Java, on va parler de Node.js ou de Python Django, et la force de Symfony, c'est vraiment sa roadmap. Donc en fait, vous pouvez voir par exemple ceux qui ont fait le choix de la 5.4, on a un peu triché parce que Ibexa nous aide à la maintenir, mais si on prend même la 6.4, c'est quand même assez rare d'avoir un framework qui vous donne une couverture pendant 4 années. Donc c'est aussi pour ça que c'est assez business friendly, c'est que c'est quand même agréable de rester 4 années sur une version long term support en ajoutant les patchs de sécurité à la fin. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie force et c'est aussi pour ça que les sociétés font le choix de Symfony directement ou indirectement avec des solutions PHP qui utilisent notre framework en couche basse. En termes de part de marché, alors c'est vrai que nous on est très français, donc on est très tech. On ne fait pas beaucoup de marketing, mais il faut être fier de Symfony parce que aujourd'hui, le web mondial, la part de marché, c'est 78% de PHP. Je parle vraiment de web. Je ne parle pas de business apps ou d'e-commerce ou d'IoT. Je parle de web digital. Mais sur du web digital, en fait, les 25% des 78%, c'est du Symfony, et notamment toutes les solutions que j'évoquais préalablement. Et il faut en être fier parce que c'est une solution française, européenne, comme d'autres solutions qu'on a en Allemagne ou en Belgique. Et donc ça fait plaisir d'avoir cette possibilité de faire ces événements en fait au niveau national et d'avoir cette notion de souveraineté qui est hyper importante aussi. Après, il y en a qui jouent le jeu. Aujourd'hui, typiquement, l'intranet Groupe Monde de BNP Paribas, c'est du Symfony. Ils étaient en IBM, ils sont passés en Drupal, ils sont passés en Symfony pour des notions de dev custom aussi. Et voilà. Après, vous avez aussi des projets internationaux, donc notamment BBC News. En e-commerce, on a eu aussi des sociétés comme Auchan ou Carrefour qui ont décidé de faire Carrefour Drive, par exemple, c'est du Vue.js, c'est du Symfony aussi. Hermès sur la partie back-end au niveau international, c'est aussi du Symfony. Donc après, il y en a qui font le choix de prendre du Silus, des composants de Symfony, ou qui font le choix de partir directement sur Symfony. Ça va dépendre du besoin métier, ça va dépendre du cadrage fonctionnel de la MOA, du cadrage qu'il y a pu avoir aussi avec l'aéroport de Toulouse au départ. Voilà. En termes de contributeurs, alors en termes de développeurs, c'est compliqué de voir le nombre de développeurs parce qu'il faudrait carrément analyser LinkedIn et GitHub, les deux. Parce que tous les développeurs ne se mettent pas sur LinkedIn, mais on estime la communauté entre 600 000 et 1 million de personnes dans 120 pays. Le premier marché, c'est la France. Le deuxième, c'est l'Allemagne. Et après, on a un pays qui est assez exceptionnel, qui est la Hollande. C'est-à-dire qu'en termes de taille, c'est le pays qui contribue le plus par rapport à sa taille. Donc c'est un pays qui est... C'est pour ça qu'on fait Je fais un peu de pub, on fait la SymfonyCon à Amsterdam en fin d'année et on attend 1500 personnes. Donc c'est au mois de novembre. Voilà.
Voilà ce que je peux dire globalement. On est plutôt back-end, même s'il y a eu une initiative Symfony UX sur le front récemment. Et voilà nos stars. Hein. Donc on a Fabien Potencier qui développe encore beaucoup, qui fait du code depuis très très longtemps et qui a pas mal d'activités. Il a aussi créé Symfony Cloud, en fait, qui est une solution PaaS pour justement déployer sur Symfony, qui est une solution d'hébergement qui permet d'utiliser le IaaS de votre choix. D'ailleurs, vous pouvez utiliser du français comme OVH ou Orange, et vous avez une couche d'intégration pour déployer plus vite sur du Symfony, et notamment de l'e-commerce. Et une de nos fiertés, c'est la Core Team. Aujourd'hui, on a 27 personnes. Donc on a toujours peur du bus factor, c'est-à-dire que s'il y a 4 personnes dans le bus et qu'il y a un accident, on perd toute la connaissance. Le fait d'augmenter le nombre, voilà, moi je parle d'une trentaine, c'est quand même pas mal par rapport à d'autres qui ont un nombre de core team members qui est un petit peu plus faible, sachant que Laravel, ils ont un petit peu augmenté, donc ça c'est pas à jour. Mais ça c'est important aussi de montrer qu'une communauté c'est important, des gens qui contribuent, et c'est ça aussi l'open source. Et on a plus de 3000 contributeurs actifs au total aujourd'hui. Donc ça c'est un peu l'écosystème aussi pour soutenir l'utilisation open source. C'est pas parce qu'on a de l'open source qu'on peut pas avoir des produits complémentaires à côté pour aider à l'utilisation. Bon, pour ceux qui sont tech, vous avez en fait par exemple SonarQube qui est un outil de revue de code et de qualité. Bon, nous on a développé Insight plus pour la partie projet PHP. SonarQube va être très bon sur tout ce qui est polyglotte. Nous on est plutôt axé sur du PHP et on a des règles contextuelles en fonction des projets, donc notamment Drupal, Ibexa, tous ceux que j'ai cités avant. On propose une certification parce que c'est hyper important de certifier les développeurs, déjà en termes de reconnaissance et aussi en termes de support éditeur, pour permettre une certaine qualité dans les développements. Et le dernier produit, j'en ai parlé, c'est la partie cloud. Donc c'est important qu'il y ait de l'open source, mais qu'il y ait aussi ces outils pour encadrer, pour aider, pour supporter. Voilà, et je donne la parole à Salomé. Merci beaucoup. Du coup, je vais vous parler un peu d'API Platform. Avant de vous présenter un peu à quoi sert API Platform, je vais rappeler pour celles et ceux qui ne sont pas forcément tech ce qu'est une API. Donc une API, ça va être une passerelle entre vos applications et ce qu'on appelle vos clients, donc ça peut être vos sites web, vos apps, etc., avec les services qu'elles consomment et leur base de données pour rendre les informations directement accessibles sur vos applications. Si je prends un exemple avec une application de météo par exemple sur votre téléphone, quand vous allez ouvrir votre appli et si vous voulez voir qu'il fait 35 degrés à Toulouse aujourd'hui, c'est pas directement l'application qui va l'afficher, mais va y avoir un appel à un service tierce de météo qui va ensuite l'appeler dans leur base de données et le renvoyer directement sur votre application, comme le dit Loïc tout à l'heure. Vous allez ne vous apercevoir de rien, mais il y a des appels API qui sont faits à chaque fois. Donc pour revenir un peu sur API Platform, donc ça a été créé en 2015, on fête donc nos 10 ans cette année. Ça a été créé par Kevin Dingles, donc, qui est le co-gérant et aussi co-créateur de l'Ethiol Coop que je représente aujourd'hui. C'est un outil qui est open source et qui est souverain, donc 100% français. L'intérêt, ça va être de créer des API qui sont robustes, qui sont fiables. Ça va vous permettre de gagner du temps parce que ça permet d'automatiser des tâches qui sont assez répétitives et vous allez pouvoir aussi respecter les standards du web. L'idée, c'est qu'après, vous avez des API qui sont modulaires. Enfin, API Platform propose une architecture modulaire. Donc, si vous voulez modifier vos services, etc., ce sera assez simple de le faire et ce ne sera pas complexe comme ça peut l'être avec des solutions en SaaS, par exemple. Donc, on travaille avec de grands noms, comme vous pouvez le voir juste en bas sur la slide, mais il y a plus de 900 contributeurs et contributrices et vous pouvez trouver des utilisations quasiment pour toutes vos applications, notamment grâce aux contributions de la communauté qui est assez large. Et c'est aussi en ça qu'on valorise l'open source chez l'Ethiol et particulièrement pour API Platform parce qu'on pense que c'est hyper important de pouvoir vraiment adapter tous les usages et trouver les adaptations pour les cas pratiques et les optimisations, etc. J'ai expliqué ce qu'était une API et au niveau des
des intégrations. Donc on a travaillé avec Imagma sur le projet donc ATB. Nous on a une core team qui est hyper disponible à la fois pour répondre aux questions que vous avez sur les projets, mais aussi vous accompagner. Donc on propose de la prestation en plus. Et on travaille avec des intégrateurs officiels et avec des entreprises et des agences. Donc avec Imagma, on travaille aussi pas mal avec Silus et avec Sensio Labs au quotidien pour vous permettre d'utiliser API Platform de la manière la plus pertinente. L'intérêt aussi d'API Platform, c'est que comme on a une core team qui est hyper disponible et un peu comme on a discuté avec Silus à la table ronde de ce matin, enfin de cet après-midi, nous on est hyper à l'écoute des cas d'usage et des personnes qui pourraient nous permettre de faire des améliorations. Donc c'est un framework qui est en constante évolution et on est très disponible et à l'écoute pour vous accompagner. Et effectivement, comme j'ai noté, c'est une communauté qui est vraiment internationale. Donc si vous avez la moindre question ou les moindres blocages, si vous n'arrivez pas à nous joindre nous, parce que notre core team est très très occupé, vous pouvez également contacter directement la communauté sur GitHub ou sur Slack, par exemple. Il y a plus de 6000 personnes qui sont là et qui sont très actives au quotidien pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et je passe la parole à Émile. Merci. Bonjour, donc c'est à mon tour d'expliquer un petit peu la solution Silus. Si vous avez écouté normalement depuis le début les explications de Loïc et Émilie, vous avez pu comprendre un petit peu l'essence même de la solution. Donc elle est en 3 mots, je dirais. C'est une solution qui s'adapte justement aux projets qui sont évolutifs, ambitieux et customisables. Donc ça c'est vraiment pour parler dans les termes assez classiques. Donc c'est une solution open source, donc comme on a expliqué avec les Lego, on en reviendra peut-être un petit peu après, basée sur Symfony. Et c'est, comme je l'ai dit, pensé pour les projets sur mesure et évolutifs. C'est pour cela aussi que c'était assez adapté, c'était parfaitement adapté au projet de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, car ils auront des évolutions dans le futur, ils veulent intégrer plus d'e-commerce, et donc et pas seulement pour ce projet d'ailleurs. Je dirais même que dans l'ère actuelle où la croissance, on va dire, de l'évolution de la technologie est assez exponentielle et que tout va très vite, surtout dans le monde de l'e-commerce, c'est bien quand même de se baser sur une solution qui ne vous limite pas en termes de customisation et d'évolution de vos différentes idées, tout simplement, et de probablement des prochaines évolutions en termes d'e-commerce, même dans l'IA. Maintenant, on se dirige un petit peu aussi vers ce côté-là. Donc, comme je l'ai dit, on est 100% personnalisable grâce à justement l'headless et l'API First, donc ce qui a été expliqué juste avant. On a une communauté très active et ça, c'est un point important quand même que j'aimerais toucher, car comme a expliqué justement Loïc avec ce système de Lego d'open source, vous le verrez sur le slide suivant d'ailleurs, mais plus on est à contribuer à mettre chacun sa pièce de Lego, et ben plus le château se construit vite et est de plus en plus grand. Et c'est pour ça aussi que vous verrez sur le slide suivant, on est peut-être un petit peu une solution moins connue que d'autres du secteur, mais notre croissance est très très rapide en ce moment. Donc c'est des projets, on s'adapte aussi aux projets B2B, marketplace, etc., car on a une offre Silus Plus qui propose des fonctionnalités déjà présentes. Il ne faut pas non plus penser qu'il faut tout refaire de zéro sur du Silus, c'est quand même une grosse base de fonctionnalités, mais effectivement on peut surcoucher et s'adapter à tout le projet et tout ce qu'on veut rajouter. Donc on a du coup pas mal de références. Ici c'est un schéma qui date de 2023, donc on pouvait voir c'était déjà pas mal, mais effectivement en 2024, sur la moyenne de l'année, vous pouvez me croire sur parole là-dessus, on a une croissance de 40% de téléchargements en plus, donc on peut s'imaginer en 40% en plus sur le schéma. Et voici quelques références aussi qui sont déjà sur Silus, on en a beaucoup plus. Et clairement, le marché principal, on va dire, qui est le plus adapté à Silus, c'est la France, clairement. C'est là où Silus est le plus adopté. Et voilà, c'est un petit peu un schéma pour représenter en quoi Silus consiste. Donc, comme je l'ai déjà dit, il est fait pour clairement connecter plusieurs projets, plusieurs fonctionnalités par API. Et donc là, vraiment, la seule limite que vous pouvez trouver, c'est votre imagination, clairement, pour des projets Silus. Donc, voici, c'était en quelques mots l'explication. Merci Émile. Ok, donc
Merci à tous les trois d'avoir présenté les solutions avec lesquelles vous étiez venus, Symfony, API Platform et Silus. En fait, en ayant tout ce set de solutions, on peut construire, et c'est pas on peut, c'est on construit des projets comme celui de l'aéroport Toulouse-Blagnac. C'est que le début, en fait. C'est une illustration, mais on peut aller beaucoup plus loin. Tout dépend du métier que vous avez à représenter. 2 mots sur Imagma. Nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On est intégrateur de ces solutions. Un de nos rôles, c'est d'aller chercher des solutions open source, parce que c'est notre façon de travailler. On travaille exclusivement avec des solutions open source. En tout cas, ce sont celles qu'on amène, sur lesquelles on développe une expertise. Et l'expertise, elle se retrouve dans la façon dont on intègre et dont on met à disposition la version métier attendue pour votre projet. L'objectif est d'atteindre le potentiel maximal de votre business. Ça, pour moi, c'est une marotte. Je pense que sur toute activité, dès qu'on met un logiciel pour représenter l'activité, on perd. On perd quelque chose. On crée, mais on perd. Parce que on peut toujours améliorer le logiciel de façon à ce qu'il apporte de meilleurs résultats, une meilleure satisfaction, davantage d'entrée, de la fluidité. Et du coup, le potentiel maximal, c'est l'open source qui vous le donne, au travers de tout ce qu'on a illustré. Et le faire de façon durable, ça a aussi beaucoup de valeur. Innover pour satisfaire les utilisateurs, réduire les actions sans valeur ajoutée en automatisant, j'en parlais. C'est un sujet sur lequel on travaille très régulièrement. Réduire la charge SAV grâce à des parcours optimisés. Le SAV est souvent mal traité de sujets qui remontent et qu'il faut bien traiter parce que c'est comme ça que le produit sort. En fait, quand on arrive à bien travailler sur l'intégration du métier, petit à petit, on aligne tous les éléments qui deviennent particulièrement efficace. Ça, c'est notre métier chez Imagma. Et on a la chance d'accompagner l'aéroport Toulouse-Blagnac. On a également la présence d'Olivier dans la salle, avec qui on a réalisé le projet de refonte e-commerce Tisséo. Olivier et toute son équipe, qui n'a pas pu venir au complet, mais je te remercie d'être là. Et on a également Barnabé aime le café, qui est une boutique en ligne, et qui est là. Delphine est au fond de la salle, qu'on accompagne depuis 18 ans. En 18 ans, ça commence à faire, et c'est bien, on est très fiers. Le groupe Lagarigue, Criollo Chocolatier et beaucoup d'autres. Et il n'y a pas de limitation sur le type de business et le type de métier qu'on peut exprimer. Il n'y a que des solutions.